les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bienvenue sous le Tiali, une émission mensuelle proposée par l'association ADOS, placée sous le signe de l'échange et des regards croisés. Bonjour à tous, c'est Bertrand, vous êtes sur Radio Méga et vous écoutez Bienvenue sous le Tiali, une émission préparée et réalisée par ADOS. Alors ADOS, cela veut dire Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal. Nous sommes une association valentinoise de solidarité internationale et pour la deuxième année, nous vous proposons une émission, un lundi par mois, afin de parler du Sénégal, mais aussi d'interculturalité, de solidarité d'ici et d'ailleurs. Un petit mot sur le titre de notre émission, Bienvenue sous le Tiali. Le Tiali au Sénégal, c'est un espace matérialisé par des poutres de bois recouvertes par un toit en branchage tressé ou en paille. Et c'est là qu'on se repose, qu'on mange et qu'on échange. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'agriculture et en particulier de l'agriculture familiale. 2014 a été déclarée année internationale de l'agriculture par l'ensemble des Nations Unies. Au-delà du simple symbole, cette déclaration traduisait une préoccupation pour la promotion et la préservation de l'agriculture familiale, qui plus est. Pourtant, en sait-on beaucoup plus aujourd'hui sur l'agriculture familiale? Comprend-on de quoi il s'agit? En ce début d'année 2015, nous avons donc eu envie de faire une sorte de bilan, de mieux comprendre quelles avancées a connu l'agriculture familiale et quels en sont les enjeux. Alors pour cela, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Hugo Lehou, membre actif de l'association Agro et Sac à dos, qui a participé à la réalisation d'un documentaire intitulé Ceux qui sèment, sèment S-E-M-E-N-T, sur l'agriculture familiale dans le monde, qui vient aujourd'hui nous parler de son expérience et répondre à nos nombreuses questions sur la thématique. Alors bonjour Hugo. Bonjour. Et puis comme d'habitude, Anne, Jeanne et Alain, qui est à la technique, sont avec moi. Bonjour à tous. Bonjour Bertrand. Alors avant toute chose, Hugo, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? D'accord. Bon, avant tout, merci de m'avoir invité. Et puis, je viens tout juste de terminer mes études en agronomie à l'école de Montpellier. Et effectivement, comme tu le disais, j'ai participé à la réalisation d'un documentaire avec 40 autres étudiants en agronomie à travers le monde sur plusieurs continents, donc en Inde, au Cameroun, en Équateur, en France et au Canada. Très bien. Le fait de déclarer 2014 année internationale de l'agriculture est un symbole assez fort. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette thématique a été choisie et à quoi ce genre de mesure sert en fait concrètement? Généralement, quand on commence à parler d'agriculture familiale, on commence à évoquer les grands chiffres et ce que ça représente à l'échelle mondiale. Et les Nations Unies, avec l'organisme qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, a commencé sa présentation en disant que finalement 40% de la population active mondiale travaille dans des exploitations familiales et qu'elle produirait aujourd'hui jusqu'à 80% de l'alimentation mondiale. Donc on s'est dit qu'il y avait un certain intérêt à aller regarder de ce côté-là. Et donc de déclarer 2014 comme année internationale de l'agriculture familiale est un moyen de donner un coup de projecteur sur cette forme d'agriculture et d'aller voir finalement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, et de voir à quels enjeux l'agriculture familiale permettrait de répondre. Très bien. Est-ce que tu peux, alors du coup, on va commencer par ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle d'agriculture familiale et en quoi ce terme diffère de la simple agriculture? Oui, alors quand on essaie de définir l'agriculture familiale, ou je devrais dire plutôt les agricultures familiales, puisque ça recouvre une très grande diversité de formes de production, en fait on essaie de voir ce qu'il y a de commun entre les producteurs de noix de la vallée de l'Isère, des éleveurs de porcs en Bretagne et puis des éleveurs transhumants au Sénégal ou alors des petits riziculteurs en Inde. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces gens-là ?
La réponse est assez simple et tient dans le terme d'agriculture familiale. Finalement, l'agriculture familiale, ce sont des entreprises qui pratiquent l'agriculture, qui travaillent donc pour leur propre compte et mobilisent pour l'essentiel la main-d'œuvre familiale pour améliorer les revenus et le bien-être de la famille de manière générale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations au sein de ces entreprises sont pas des relations de patron à salarié, mais sont bien des relations de père à fils, de frère à sœur, d'époux à épouse, bref, ce sont des relations familiales. Et ça, c'est pas sans conséquence. Alors, l'agriculture familiale, c'est généralement ce qu'on peut opposer un peu grossièrement à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture capitaliste. Alors c'est pas du tout un terme péjoratif, hein, c'est bien parce que son fonctionnement est celui du capitalisme, c'est-à-dire que les propriétaires de l'exploitation agricole investissent de l'argent, ce sont des investisseurs, ça peut être des fonds d'investissement, des firmes internationales ou pas, qui investissent dans une entreprise agricole, emploient des managers qui gèrent des employés. Et eux, par contre, ont pour objectif de maximiser la rentabilité, le taux de profit des investissements qu'ils ont faits, en comparaison avec ce qu'ils pourraient gagner en plaçant leur argent dans d'autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire la production de chaussures, dans le commerce, etc., etc. Donc c'est deux formes qui sont très différentes. Donc tu nous disais tout à l'heure qu'en France, en fait, il y a essentiellement de l'agriculture familiale. Précisément, oui. Et le développement de la plupart des pays qu'on appelle développés, c'est fait sur de l'agriculture familiale, essentiellement tournée vers des marchés intérieurs. Et donc, bon voilà, si on regarde un petit peu dans l'histoire, on voit que c'est un des ingrédients de la réussite du développement des pays dits développés aujourd'hui. Et pourquoi? Alors, quels sont ces avantages en fait de cette agriculture-là? Et puis également, quelles sont les limites de ce modèle? Alors, le premier avantage qu'on peut évoquer de l'agriculture familiale, si on prend soin de cette agriculture familiale, ce sont des entreprises qui ne génèrent pas de chômage. Pourquoi est-ce qu'elles ne génèrent pas de chômage? Le fait qu'il n'y ait pas de relation salariale au sein de l'entreprise, finalement, dans les entreprises capitalistes, on licencie un ouvrier agricole. Dans une entreprise familiale, on licencie difficilement sa femme ou son fils. Je vois difficilement mon père me dire aujourd'hui, écoute Hugo, pour augmenter la productivité de mon travail, écoute, je vais acheter un tracteur un peu plus puissant et puis toi, tu seras au chômage. Alors, il y a quand même des pères et des mères qui laissent leurs enfants quitter l'exploitation agricole, mais à une condition, c'est qu'ils soient à peu près sûrs que leurs enfants, en quittant l'exploitation agricole, trouvent des conditions de rémunération et des conditions de travail au moins équivalentes à ce qu'il y a sur l'exploitation agricole. Donc en fait, ça fait de l'agriculture familiale un très bon régulateur du marché du travail, c'est-à-dire qu'il libère la main-d'œuvre quand les autres secteurs de l'économie en ont besoin, et éventuellement capable, comme on l'a vu en Thaïlande à la fin des années 90, de réabsorber la main-d'œuvre en cas de crise économique lorsque les enfants peuvent revenir sur l'exploitation agricole. Donc ça, c'est un des avantages majeurs. Ensuite, un deuxième avantage qui est assez important en fait, c'est que précisément quand il n'y a pas d'autres opportunités dans d'autres secteurs de l'économie pour les enfants, l'agriculture familiale sera toujours plus productive que l'agriculture capitaliste, c'est-à-dire qu'on va dégager une plus grande valeur ajoutée par hectare, et c'est bien normal puisque on va finalement quand on est chef d'exploitation, l'idée ça va être de finalement essayer d'avoir le plein emploi de sa main-d'œuvre familiale et de répartir les cultures sur toute l'année, ce qui fait généralement des systèmes très complexes et diversifiés. Et par conséquent, finalement, c'est quand on est sur l'exploitation, le père se dit il va falloir que je gagne plus d'argent, donc ça va être des associations de cultures de plus en plus complexes. Et finalement, ça va donner une quantité d'aliments produites par hectare bien plus importante que l'agriculture capitaliste. Puisque l'agriculture capitaliste, généralement, ce sont de très grandes exploitations basées sur beaucoup de mécanisation, où en fait la main-d'œuvre, le travail salarié représente une charge supplémentaire. Donc, quand on va pouvoir remplacer les gens qui désherbent par du désherbant pour améliorer son taux de profit, on va le faire. Et bon, voilà. Et alors, il y a des limites quand même à ce système-là, ou non, c'est tout bénef? Non, évidemment, c'est pas tout bénef, puisque la quantité de travail est très importante, l'investissement en travail est très important sur les exploitations familiales. Malheureusement, elles sont moins compétitives que les exploitations capitalistes, qui elles se basent sur de grandes exploitations
avec une forte mécanisation, généralement, comme on le voit au Brésil ou en Ukraine, avec une main-d'œuvre peu chère, et puis de grandes économies d'échelle, alors qu'une exploitation familiale, non, c'est énormément de travail. Donc on sera moins productif par actif, par personne qui travaille. La quantité d'aliments produite sera évidemment moindre que dans des exploitations capitalistes. Alors, elles sont pas compétitives, c'est peut-être un problème si elles sont pas compétitives. Mais c'est peut-être pas un problème si on mettait pas toutes ces exploitations, toutes ces formes d'agriculture, que ce soit les grandes exploitations ukrainiennes ou les exploitations brésiliennes, en concurrence avec des agricultures manuelles du Sénégal, par exemple. Donc si on les mettait pas en compétition, finalement, ce serait peut-être pas un problème. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas également, j'y pense comme ça, mais peut-être des problèmes de droit du travail, etc., qu'on rencontrerait plus dans l'agriculture familiale, du fait que justement il n'y a pas vraiment de contrat. Il y a au niveau relationnel, comment ça se passe? Alors, question de droit du travail, je suis pas certain de voir ce qu'il y a derrière. En tous les cas, une des choses qu'on dit régulièrement sur l'agriculture familiale, qu'on essaie de nous mettre en avant, c'est que finalement c'est pas tout rose de travailler au sein d'une famille, si tu veux. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas facile de travailler avec son père, d'imposer ses choix, puisque on le voit très bien en France aujourd'hui, c'est la même chose, mais dans d'autres pays du monde c'est la même chose. On a envie d'imposer en tant que jeune de nouvelles pratiques plus respectueuses de l'environnement, de faire des circuits courts, etc. Et c'est parfois très difficile pour les jeunes de s'imposer auprès de leurs parents, qui eux héritent d'un système un peu différent d'après-guerre, qui est pas le même. Donc effectivement. Très bien. Hugo, on va dans la bande-annonce donc de ce documentaire dont on va parler un petit peu dans la deuxième partie de cette émission, il est évoqué un problème. On dit ce qui est étonnant, je cite, ce qui est étonnant, c'est qu'avec ou sans aide de l'État, tous ces agriculteurs sont mis en concurrence sur un même marché mondial. Concrètement, quel problème cette situation crée ? Oui, c'est ce qu'on évoque effectivement à la fin de ce documentaire, et qui est finalement le résultat d'un travail de plusieurs mois. Et ce qui nous a le plus étonné effectivement, c'est qu'on mette sur un même marché, donc avec la libéralisation des marchés agricoles, qu'on mette sur un même marché des gens qui produisent avec des tracteurs sur de grandes surfaces, bien que ce soit de l'agriculture familiale parfois, avec de l'agriculture manuelle sur de petites surfaces. Et tout ça, finalement, les gens vont pouvoir tirer seulement le même prix du riz. Donc, par exemple, mettons-nous par exemple à Madagascar. À Madagascar, on plante du riz. Si une exploitation moyenne, on va dire qu'une personne est capable de planter un demi-hectare. Elle est capable de repiquer, puisque le temps de travail ne permet pas de faire plus. Donc à la main, on est capable de repiquer un demi-hectare. Et puis, on n'a pas tellement l'argent pour acheter les fertilisants, donc ce qu'on peut en tirer, c'est en gros 1 tonne de riz par hectare, ce qui fait qu'une personne est capable de produire 500 kilos par an de riz. Maintenant, plaçons-nous en Camargue. La taille moyenne des exploitations agricoles en Camargue, disons 100 hectares. Une personne peut gérer 100 hectares, et même plus, hein. Et pouvant utiliser les fertilisants, etc., sont capables de tirer, elles, 5 tonnes par hectare de riz. Ce qui fait 500 tonnes par personne. 500 tonnes de riz produites par personne. Maintenant, effectivement, dans les 500 tonnes produites par le riziculteur de Camargue, tout le travail ne provient pas du riziculteur. Il y a les gens qui ont fait les fertilisants, il y a des gens qui ont construit des machines, etc. Maintenant, si on enlève toute la valeur qui a été créée par ces personnes-là, un Camarguais produira 100 tonnes, l'équivalent en richesse de 100 tonnes, ce qui fait quand même 200 fois plus que le riziculteur malgache. Et finalement, ces gens-là vont vendre le riz sur un même marché. Donc ce sera des paquets de 50 kilos, et puis ils tireront le même prix. Sauf que du coup, dans le paquet de riz du malgache, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans celui qui vient de Camargue. Ce qui veut dire que le malgache accepte d'être payé 200 fois moins pour finalement un même produit. Donc ça pose problème. L'agriculteur de français, là, il aura en plus touché des aides que n'aurait peut-être pas eu le malgache. Précisément, oui. Donc c'est l'image qu'on utilise souvent, de mettre en concurrence des coureurs à pied avec des pilotes de Formule 1, et puis le fait que finalement ce ne sont pas les coureurs à pied qui disposent des subventions agricoles.
Bon, le problème de l'agriculture dans le monde est assez complexe. Jeanne, tu as fait des petites recherches sur l'agriculture familiale au Sénégal. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Oui, alors recherche, c'est peut-être un grand mot. Juste pour dire qu'en fait, au Sénégal, 95% des exploitations agricoles sont des exploitations familiales, donc ça représente une grande partie. Et il y a un chiffre qui tourne sur ces exploitations familiales, c'est que 95% de ces exploitations sont en grande difficulté. Donc il y a un gros travail qui est mené donc, par la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, donc le FONGS, qui en fait cherche à regrouper des collectivités paysannes pour justement qu'il y ait des initiatives pour préserver l'agriculture familiale sur tout le territoire sénégalais. Mais évidemment, il y a des grosses difficultés et les problématiques qu'évoque Hugo là aujourd'hui se retrouvent vraiment au Sénégal. Merci. Avant de continuer, on va s'offrir une petite pause musicale avec cette célèbre chanson de Trio, l'hymne de nos campagnes, aussi devenu d'ailleurs hymne de la jeunesse hippie qui prône un retour à la terre. De retour dans notre émission Bienvenue sous le Tiali, vous écoutez Radio Méga. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'accueillir Hugo Lehou, expert en agriculture familiale. Et dans cette seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser donc plus précisément à ton projet, Hugo. Tu l'as évoqué au début de l'émission. Tu as participé à la réalisation d'un documentaire avec d'autres personnes, un documentaire qui s'intitule Ceux qui s'aiment,
sème du verbe semer, mais bien sûr avec le jeu de mots du verbe aimer. Avant tout, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'histoire de ce projet ? Ouais, alors effectivement, c'est un projet collectif qui est né dans les couloirs de l'école de Montpellier Supagro. Et donc, plusieurs étudiants de la dernière année d'agronomie partaient en stage aux quatre coins du monde pour une durée de 6 mois. Et finalement, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait valoriser ces stages-là à travers un film pour essayer de défendre des valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc, on a rencontré Pierre Fromentin, qui lui est professionnel du cinéma, c'est un ami à nous, et qui du coup est venu nous voir sur le terrain. Donc il est venu 3 semaines en Inde me voir. Ensuite il est allé au Cameroun voir. On avait une 12aine de personnes de l'association présentes au Cameroun. Il est allé ensuite en Équateur. On a ensuite filmé en France, donc en Bretagne, en Vendée. On a filmé pas loin de Montpellier également. Et puis on a fini par tourner quelques images au Canada également. D'accord. Et alors comment s'est dessinée cette thématique de l'agriculture familiale qui finalement est au cœur de ce documentaire ? C'est venu assez simplement pour dire la vérité, puisque, comme on le disait, l'année 2014 a été déclarée année internationale de l'agriculture familiale par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ça, c'est une chose. Et puis puisque c'est clairement au centre de nos études, puisqu'on fait l'étude de l'histoire des agricultures du monde, dans lesquelles l'agriculture familiale a une place centrale. Il y a un message fort dans ce documentaire. Il y a des objectifs, L'objectif affiché, en tous les cas, au départ, c'est donc par des témoignages d'agriculteurs, d'essayer d'illustrer la diversité des agricultures familiales. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer de faire porter ce message au plus grand nombre, au plus grand public possible. Et on s'est dit de cette manière que le média de la vidéo était peut-être le plus adapté. L'idée, c'est de valoriser l'agriculture familiale. D'une certaine manière, c'est en tout cas d'essayer de comprendre ce que c'est clairement, ce que ça n'est pas également, puisque, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'agriculture familiale, ça n'est pas que de la petite agriculture, ça n'est pas que de l'agriculture de pays pauvres, ça n'est pas que de l'agriculture d'autosubsistance. Si on regarde par exemple les éleveurs de porcs en Bretagne, ce sont des grandes exploitations spécialisées, très modernes, etc. Ça aussi, c'est de l'agriculture familiale. Fait. Alors tu l'as indiqué tout à l'heure, toi tu es parti faire ton stage en Inde. Comment s'est passée cette expérience et quelle découverte sur l'agriculture familiale as-tu pu faire là-bas ? Oui, effectivement, j'ai passé 6 mois pour un institut de recherche donc en Inde, à la campagne, passant énormément de temps à faire des entretiens avec les agriculteurs, à leur faire raconter leur vie finalement pour essayer de comprendre qui étaient ces agriculteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils le faisaient et pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Et à partir de ça, on arrive à comprendre énormément de choses sur une région qu'on maîtrise finalement sur le bout des doigts pour finir. On comprend pourquoi il y a de grands producteurs de mangue, de petits éleveurs transhumants, quel rôle ils ont eu au cours de l'histoire, qu'est-ce qui a été transformé, qu'est-ce que ça change aujourd'hui. Et tout ça, ça nous permet en fait de discuter de futurs projets de développement, comme ceux que peuvent être menés par l'association ADOS par exemple. Ça permet de discuter ça et ça permet également d'orienter certaines politiques publiques en faveur de l'agriculture et du développement. Et donc, du coup, dans ce documentaire, alors on s'intéresse effectivement donc à l'Inde, on s'intéresse aussi à l'Équateur, au Cameroun, mais aussi à la France, au Canada. Et c'est vrai, comme tu le disais, peut-être qu'on associe trop facilement agriculture familiale à agriculture de pays pauvres, mais non, en France aussi, il y a de l'agriculture familiale. Et apparemment, c'était aussi important pour toi de parler de cette agriculture familiale en Occident. Oui, précisément, puisque... on peut dire que le développement des pays qu'on appelle développés aujourd'hui, c'est fait sur de l'agriculture familiale. Dans tous les cas, il suffit de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis, au Canada, en France. On peut aller regarder ce qui se passe du côté de ce qu'on appelait à l'époque les tigres asiatiques. C'est de l'agriculture familiale dans tous les cas. Donc c'était important pour nous de montrer que finalement en France, c'est bien de l'agriculture familiale qui domine. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu en train de changer. Mais majoritairement, c'est de l'agriculture familiale qui a aussi des problèmes particuliers aujourd'hui. Pour finir, on avait envie de te demander ce que tu as tiré, toi, d'un point de vue personnel de cette expérience qui a l'air si enrichissante. Ouais, alors, personnellement, c'était génial de participer à une expérience collective, en fait, comme celle-ci, avec tous ces amis qui nous a permis c'était très stimulant. Et puis, par contre, ce qui m'a vraiment étonné sur le terrain, c'est finalement des choses que j'ai pu comprendre au fur et à mesure de la réflexion.
c'est que cette question de la libéralisation des marchés agricoles que j'évoquais tout à l'heure, en fait, permet d'expliquer pourquoi le plus grand paradoxe de notre monde, c'est finalement que les gens qui ont faim dans ce monde sont des agriculteurs. Et en fait, on explique ça de la manière suivante, c'est que la libéralisation des marchés agricoles tente à faire diminuer les prix agricoles. C'est l'objectif affiché parce que c'est bon pour le consommateur. Mais ce que j'ai réussi à comprendre en Inde, en voyant, c'est que finalement, tous ces gens-là, tous ces consommateurs sont des producteurs avant d'être des consommateurs, sont des agriculteurs, et donc la baisse des prix agricoles diminue leurs revenus, ce qui fait qu'on appauvrit ces gens, et appauvrir ces gens-là, ça veut dire les ruiner. Très bien. Enfin, très bien, façon de parler. Hein. C'est vrai que quand on pense qu'il y a effectivement encore aujourd'hui près d'1 milliard de personnes qui souffrent encore de la faim dans le monde, oui, ça fait réfléchir. On est dans un grand paradoxe. Alors, je pense qu'on va s'offrir une nouvelle petite pause musicale, sauf si sur ce sujet il y a des choses qu'on pourrait rajouter, Hugo. Si tu as... Il y a toujours des choses à dire, évidemment. Non, il me semble qu'on a touché la plupart des problèmes. Il me semble on pourrait ensuite discuter des problématiques qui sont plus spécifiques à la France ou à l'Afrique de l'Ouest, mais il me semble que ça demanderait encore une émission à part entière. Bon, on va y réfléchir. Alors en attendant, Anne, tu nous as dégoté une petite chanson sympathique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors le titre de la chanson, c'est Cocaona, Chocolate. C'est une chanson qui a été créée par un collectif d'artistes africains dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale, avec pour objectif justement de la rendre attractive aux yeux de la jeunesse africaine. Take you to any food that you want to eat. I will surely go with you, baby. Just be confident. Take you all around the continent. You can choose anywhere that you want to eat. You can eat any dish, it's a continent. I'm gonna put my future in the lane. Gonna make everybody understand. Right now, it's time to make a change. We stand together. La jeunesse africaine qui tu vends nos terres. Let's grow together like the seeds of life forever. Let the earth provide for your children's hunger no more. So let us grow Africa. Make we join hand build Africa. The time is now, the land is green. All that's left is you and me. I wanna be so, I wanna be so, coconut chocolate, not chocolate, coconut chocolate, not chocolate. The world, Picheche music is back. Natamani ingejua kitambo kama ukulima ndiyo mpango, ningeshakuwa bali, lakini afadhali mwana nimezinduka na anza isafari. Pata habari kilimo sasa ndio ujanja, cheki watu wanavyotoka maisha wanajenga. Sikia hii si ya bidii, lima na lipa, ongeza bidii kwenye kilimo zipofisi. Moyo wetu rengeju maipi sungai upi sungai mambe. Lança semente na terra com enxada na mão para o bem da nação. Onde com alma e coragem visão o futuro, onde o povo alcança a vibração. Bunyana pinso, coconut chocolate. We can dance, we can sing, we can plant, we can reap, we can feed the world. We're the most blessed, not the most cast. So says more than enough. Dignity, stability, tranquility. Africa, you feel me?
gani juu ya lau, venye jinsi gani baya kudharau. We can kill this poverty kwa kilimo kwanza, do the best in a lot of things, dunia tukashangaza. Oh my God, I want go to villa, I want go plant cassava, I want go to villa, I want go plant cocoyam. Oh yeah, come together, make Africa better. Oh lo 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 lo, do I greet you mama. Sénégal, Sénégal nyonte, Agnès Malo Sénégal, Sénégal nyonte. Nous avons la terre, il y a la pluie. Agnès Sénégal, Sénégal nyonte. هكذا 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 نحن سنسيرو هكذا 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 واحد زعا واحد هكذا 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 نحن سنسيرو هكذا 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 هكذا. Voilà, un petit peu de rythme dans cette émission, ça fait du bien. Avant de donner la parole à Jeanne pour sa chronique culturelle, je m'adresse de nouveau à Hugo pour, j'allais dire une petite question, mais c'est une grande question. Qu'en est-il de l'avenir de l'agriculture? Toi qui as pu un petit peu t'intéresser de très près à cette agriculture au niveau planétaire, comment tu vois les choses? Quels sont les enjeux aujourd'hui de notre agriculture dans le monde? Bon, ce que je vois, c'est que c'est une grande question, effectivement. Tu as 1 minute. Ce qui me semble, en tout cas assez clair, c'est qu'il y a un espèce de consensus mondial sur ce qu'on attend de l'agriculture de demain, c'est-à-dire qu'elle crée des emplois en milieu rural, des emplois rémunérateurs, qu'elle produise de la nourriture en quantité et en qualité suffisante, qu'elle soit peu polluante, peu dépendante d'énergie non renouvelable, ou même pas du tout dépendante d'énergie non renouvelable, peu émettrice de gaz à effet de serre, etc., etc. Alors maintenant, la question, c'est qu'on est face à un choix entre différents modèles agricoles. Et comme on a les éléments que j'évoquais tout à l'heure entre l'agriculture familiale et l'agriculture capitaliste, avec une agriculture familiale très productive à l'hectare, une agriculture familiale qui ne génère pas de chômage et qui est généralement basée sur des systèmes diversifiés, ou alors une agriculture capitaliste qui a pour objectif, elle, simplement de maximiser le taux de profit et qui n'a pas forcément intérêt à employer des ouvriers agricoles, il me semble que le choix est assez clair. Et est-ce qu'on arrivera à nourrir toute la planète? C'est ce que vont nous répondre les rétracteurs. Oui, alors la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on arrivera à nourrir la planète en 2050? Moi j'ai envie de dire, on n'arrive déjà pas à nourrir tout le monde aujourd'hui. Il y a 1 milliard de personnes qu'on n'arrive pas à nourrir. Et pourtant, la FAO dit on arrive à produire assez de nourriture pour nourrir 12 milliards de personnes. Donc généralement on repousse le problème à 2050 et comme un problème technique, alors qu'en fait ça cache un problème politique actuel. Ouais, c'est vraiment une histoire de choix, je pense. Merci pour tous ces témoignages, Hugo. Je sens que Jeanne s'impatiente. Ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas fait une petite chronique culturelle. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Alors, donc aujourd'hui, je m'éloigne un peu du Sénégal et de notre époque pour vous parler d'une œuvre littéraire, Les raisins de la colère. Beaucoup d'entre nous connaissent ce nom comme le film de John Ford réalisé en 1940 qui a gagné 2 Oscars l'année suivante. Mais avant d'être un chef-d'œuvre cinématographique, ce fut un livre publié en 1939 qui gagna le prix Pulitzer, rien que ça. Alors, Les raisins de la colère suit la difficile épopée d'une famille métayée forcée de quitter leur terre d'Oklahoma pour fuir la sécheresse, les difficultés économiques et surtout les mesures des grands propriétaires instaurant la mécanisation de la production. Pour survivre, la famille Judd se décide à regret à quitter le seul endroit qu'elle n'ait jamais connu pour se diriger vers la Californie, vantée par de nombreux prospectus comme la terre promise pour les travailleurs. À bord d'un camion cahotant, une longue et douloureuse aventure commence pour les 12 membres de la famille Judd. Ce n'est pas le travail et la sécurité qu'ils rencontrent au long de la route, mais la désillusion, le rejet, la mise en concurrence des ouvriers qui vivent dans la misère des camps de fortune. Le récit de Steinbeck est dur et critique, mais dans ce triste décor, l'auteur n'oublie pas de parler des solidarités naissantes entre les opprimés, la cohésion d'un groupe qui, en choisissant d'assumer collectivement son destin, sème les graines de la révolte. Ce qui m'a frappé dans cette œuvre, c'est déjà la destinée de cette famille qui cherche à survivre unie malgré les coups durs et les désillusions. Mais c'est aussi et surtout l'acuité et l'actualité du propos de l'auteur qui m'ont interpellée.
La description d'un système anonyme qui broie sans remords des individus fait écho aux actualités des paysans du Brésil, du Cambodge ou d'ailleurs, qui voient des énormes surfaces rachetées par des multinationales ou des opérateurs de l'agroalimentaire. Si cette œuvre nous parle des États-Unis des années 30, sa lecture aujourd'hui nous invite à prendre conscience que des paysans souffrent toujours de la faim et que la lutte pour leurs droits doit continuer. Très bien, ouais, effectivement. Merci beaucoup, Jeanne. J'espère que tu auras donné envie à nos auditeurs de relire ou lire tout simplement ce chef-d'œuvre. J'espère aussi. Le temps passe et il est temps pour moi de laisser à Anne le soin de nous présenter les actus. Alors, des actus, j'en ai pas énormément parce que là, en ce début d'année, en fait, on est en train de préparer plusieurs missions qui vont avoir lieu au mois de février. Donc, je vais les évoquer très rapidement et puis je passerai la main à Hugo. Donc, il y a une mission d'apprentis du CFA Livron. Ce sont des apprentis en canalisation et qui vont partir au Sénégal pour la 5e fois sur un des chantiers écoles où ils se retrouvent avec des Sénégalais qui sont comme eux en formation. Après, il y a une autre mission qui est complètement différente parce que ce sont des techniciens des conseils généraux et de l'agence de l'eau qui vont faire un suivi du programme hydraulique et assainissement. Il y a la ville de Valence et l'Aglo qui vont aller à Waoundé également pour suivre le programme d'assainissement qui se passe là-bas. Et une mission que nous appelons CEP, c'est-à-dire suivi, évaluation, prospection, qui est programmation, qui est en fait une mission de la directrice et de notre président et voire un autre administrateur avec l'équipe au Sénégal, voilà, pour suivre l'ensemble des projets. Et alors d'habitude j'évoque toujours un projet culturel et donc là je passe la main à Hugo parce que il veut nous présenter son projet de film qui va bientôt sortir. C'est gentil, merci. En salle. Donc effectivement, le documentaire qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on a réalisé avec une quarantaine d'amis agronomes, va sortir ce mardi à Montpellier, alors à l'école d'agronomie. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous pourront pas être présents, mais en fait, l'originalité peut-être de la chose, c'est qu'il sera librement diffusé sur Internet, sur un site Internet qui donc s'appelle agriculturefamiliale.com et sera disponible dans un mois à peu près, librement téléchargeable, diffusable, voilà. Très bien. Merci ça, on va le... de toute façon, n'oubliez pas que tout ce que vous avez entendu en termes d'informations, vous pouvez les retrouver sur notre page dédiée à notre émission, sur le site de Radio Méga, ainsi que sur notre site internet ados-sénégal.org. L'heure est venue de se quitter. Et avant, je voulais vous rappeler, comme on l'a déjà fait dans les émissions précédentes, qu'il faut absolument soutenir Radio Méga, qui a besoin de nous pour que ce bel outil d'expression citoyen continue à diffuser. Merci à notre invité, merci à nos chroniqueurs, merci donc à Alain qui petit à petit prend les commandes techniques de cette émission. Nous nous retrouvons donc le mois prochain pour une nouvelle émission de Bienvenue sous le Tiali. Alors je vous souhaite à tous une bonne santé et à très bientôt. Andiarama. Andiarama. Andiarama.